Si vous avez grandi à la campagne en France, vous avez vu passer un tracteur Renault. Cette silhouette orange qui remontait lentement un sillon, qu'on reconnaissait à l'autre bout d'un champ avant même d'en entendre le moteur, l'orange de Renault, aussi familier que le clocher du village. À son apogée, Renault construisait un tracteur français sur 2 et employait plus de 10 000 personnes dans sa seule usine du Mans. L'entreprise avait survécu à 2 guerres mondiales, survécu au bombardement de ses ateliers, survécu à la mort en prison de son fondateur, survécu à la nationalisation, au choc pétrolier, à la révolte de ses propres ouvriers. Et puis, après plus de 80 ans de tracteurs français, en l'espace d'un seul automne, l'orange a disparu des chaînes. Comment une couleur qui appartenait à toutes les campagnes de France a-t-elle pu s'effacer ainsi pour toujours ? Chapitre 1er. Le char et la charrue. Cette histoire commence, comme beaucoup d'histoires industrielles françaises, dans le silence qui suit une guerre. En janvier 1918, dans un atelier de Billancourt où l'on avait passé 4 ans à fabriquer des chars, un homme regardait ses chaînes de montage et se posait une question que peu d'industriels se posaient. Que ferait-on de tout cela une fois la paix revenue ? Cet homme s'appelait Louis Renault. Il possédait déjà l'une des plus grandes entreprises automobiles d'Europe. Mais il possédait autre chose de moins connu, un vaste domaine agricole à Erqueville, dans l'Eure, où il avait vu de ses propres yeux ce que la guerre faisait aux campagnes. Les hommes étaient partis au front, et beaucoup n'étaient pas revenus. Les chevaux de trait qui labouraient la terre de France depuis des siècles avaient été réquisitionnés par centaines de milliers pour tirer les canons et mourir dans la boue. La France de 1918 manquait de bras et manquait de bêtes. Il fallait nourrir un pays épuisé avec une main-d'œuvre décimée. Et Louis Renault, lui, venait de passer 4 ans à fabriquer une machine qui avait changé la guerre, le char FT. Environ 3700 exemplaires étaient sortis de ces usines. Un engin chenillé, agile, coiffé d'une tourelle rotative. Le premier char moderne, celui dont la silhouette allait définir tous les blindés du siècle. Celui qu'on avait surnommé le char de la victoire. Et Renault eut une intuition. Le même département qui avait conçu le char, le fameux département 14, pouvait concevoir autre chose. Si une machine chenillée pouvait franchir les tranchées et le no man's land, elle pouvait franchir un champ labouré. Le moteur qui avait porté l'acier au combat pouvait tirer une charrue. Il fit donc construire, dans la halle même où l'on avait assemblé les chars FT, un prototype d'un genre nouveau. On l'appela le type GP. Il fut produit en série à partir de 1919. C'était le premier tracteur agricole fabriqué en série en France. Et il descendait en droite ligne du char de la victoire. Même logique chenillée, presque le même berceau, un moteur 4 cylindres d'environ 4500 cm3, une vingtaine de chevaux, une silhouette trapue qui avançait lentement sur ses chenilles métalliques. Environ 500 exemplaires sortirent entre 1919 et 1923. Regardez bien cette image, car elle contient toute l'histoire qui va suivre. Un char transformé en tracteur. Une arme devenue outil. L'acier qui avait servi à détruire, mis au service de ceux qui nourrissaient le pays. Louis Renault avait fait, littéralement, dans un hangar de Billancourt, ce que les anciens appelaient forger des socs de charrue avec des épées. Mais un tracteur à chenilles était lourd, lent, coûteux. Renault le comprit vite. Dès 1921, il présenta le type HO, son premier tracteur à roues. Les chenilles furent progressivement abandonnées. Roues métalliques à partir de 1926, pneumatiques à partir de 1933. Et l'entreprise ne cessa jamais d'innover. En 1932, elle produisit le premier tracteur diesel français, le type 6. La même année, le premier tracteur français monté sur pneumatique. Ce n'était plus une reconversion de temps de guerre, c'était devenu un métier. Louis Renault, l'homme de l'automobile et du char, devenait aussi l'homme du tracteur français. Et il lui fallait maintenant un endroit pour le fabriquer. Pas un coin d'atelier emprunté aux voitures, une usine, sa propre cathédrale. Il avait déjà choisi l'endroit. Chapitre 2. Les Landes du Mans. Dès 1918, quelques mois seulement après l'armistice,
Louis Renault avait pris une décision qui allait façonner une ville entière pour un siècle. Il avait choisi Le Mans. Le choix n'avait rien d'évident. La Sarthe n'était pas une terre industrielle. C'était un département de bocage et d'élevage, sans tradition d'usine, sans bassin ouvrier, sans houillère ni hauts fourneaux. Mais c'était précisément ce que cherchait Renault. De la place, une main-d'œuvre à former de toutes pièces et une position centrale dans la France agricole qu'il voulait équiper. L'idée avait germé dès 1916, lorsque l'État lui avait demandé de désengorger Billancourt, alors tout entier tourné vers l'armement. Il acheta des terrains au sud du Mans, une vaste étendue de landes, de bruyères et de genêts, à environ 2 km du centre-ville, dans une zone où il n'y avait rien. C'était littéralement l'acte de naissance d'une grande usine dans un département qui n'en avait pas. Et Renault n'avait pas seulement acheté un terrain, il avait conçu un projet avec une dimension sociale, ce qu'on appellera plus tard le paternalisme industriel. Il prévoyait des logements ouvriers, des espaces de loisirs, une voie ferrée reliant le site. L'usine ne devait pas être seulement un lieu de travail, elle devait être un monde. Mais ce monde mit longtemps à sortir de terre. Les premiers bâtiments furent construits dès 1920, mais pendant près de 20 ans, l'activité resta modeste. Un atelier de réparation, une scierie. Ce n'est qu'à partir de 1938 que l'usine se développa réellement, avec des extensions importantes. Le Mans monta lentement, puis l'histoire s'accéléra brutalement. Car lorsque la guerre revint, l'usine que Louis Renault avait imaginée pour la paix fut de nouveau happée par le conflit. À la fin des années 30, Le Mans fabriquait de nouveau les engins militaires. La chenillette UE, un petit véhicule de transport chenillé, entre 1938 et 1940. Puis vint la défaite, puis l'occupation. Et l'usine que Renault avait bâtie sur des landes désertes tomba entre les mains des Allemands. Ils ne la laissèrent pas inactive. Junkers, le motoriste aéronautique allemand, utilisa des bâtiments du site pour réparer des moteurs d'avion. L'atelier de peinture, lui, produisit de la peinture, y compris, selon les archives, de la peinture destinée aux Panzer de l'Afrika Korps, les blindés de Rommel qui combattaient dans le désert. L'usine née d'un char français peignait désormais des chars allemands. C'est en pleine guerre, en 1941, que l'outillage de fabrication des tracteurs fut transféré de Billancourt au Mans. Les premiers tracteurs Manceau apparurent en 1941 et 1942. Le berceau du tracteur Renault se déplaçait définitivement vers la Sarthe, au moment même où le pays était sous la botte. Puis vinrent les bombes. En 1943 et 1944, les Alliés bombardèrent lourdement le site. Une usine qui réparait des moteurs d'avion allemands était une cible, et une partie de ce que Renault avait construit fut détruite par ceux-là même qui venaient libérer la France. Pendant que les bombes tombaient sur Le Mans, à Paris, le destin du fondateur se scellait dans le déshonneur. Chapitre 3. La Régie. Le 23 septembre 1944, Louis Renault fut arrêté. Le motif ? Collaboration avec l'ennemi. Ces usines avaient produit pour l'Allemagne pendant l'occupation, et à la libération, la France demandait des comptes. Il fut incarcéré à la prison de Fresnes. Il n'y eut jamais de procès. Louis Renault mourut en détention le 24 octobre 1944, un mois après son arrestation, dans des circonstances qui font encore débat aujourd'hui. L'homme qui avait fabriqué le char de la victoire, l'homme qui avait inventé le tracteur français, mourut prisonnier sans avoir été jugé. Ce qui suivit fut sans précédent. Le 16 janvier 1945, une ordonnance du gouvernement provisoire dissolvait et nationalisait l'entreprise. Elle devint la Régie nationale des usines Renault. Seules les actions de Louis Renault et de ses administrateurs furent confisquées. Les petits actionnaires furent indemnisés. Pierre Le Faucheux fut nommé premier président-directeur général. Il faut mesurer ce que cela signifie. Renault n'était plus une entreprise privée. C'était désormais une entreprise d'État, la propriété de la République française. Et cela allait tout changer,
y compris pour les tracteurs. Car la régie devint, au fil des décennies, ce qu'on appela la vitrine sociale de la France. C'était l'entreprise où l'on inventait les acquis sociaux avant les autres. C'est chez Renault que fut instaurée la 3e semaine de congés payés en 1955, puis la 4e en 1962. Ce que Renault accordait à ses ouvriers, la France finissait souvent par l'accorder à tous. Et le tracteur, cette branche née de la vision d'un homme mort en prison, allait grandir sous le drapeau de l'État, porté par toute la puissance de la reconstruction. Les 30 Glorieuses commençaient, et Le Mans allait devenir l'un de leurs plus beaux fleurons. Chapitre 4. L'Empire orange. En 1950, 5 ans après la nationalisation, Renault était déjà le premier fabricant de tracteurs de France. Cette année-là, l'entreprise produisit 8549 tracteurs, 58% de toute la production nationale. Plus d'un tracteur français sur 2 sortait des chaînes Renault. C'était une domination écrasante. Mais un chiffre ne dit pas tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que cela représentait dans les campagnes françaises de l'après-guerre. La France se remotorisait. Les chevaux disparaissaient des fermes, remplacés par ces machines qui ne se fatiguaient pas, ne mangeaient pas l'hiver, ne mouraient pas. Et pour des centaines de milliers de paysans, le tracteur qui remplaçait leurs bêtes portait une couleur, une seule, l'orange. La livrée orange fut introduite en 1947, à l'époque du R3040. Elle fut standardisée comme couleur signature en 1956, avec la série D. Et elle devint l'une des images les plus reconnaissables de la campagne française. L'orange Renault. Vous rouliez sur une route de campagne, vous aperceviez au loin, dans un champ, une tache orange qui avançait lentement le long d'un sillon, et vous saviez. C'était un Renault. Cette couleur était aussi française que le clocher du village et le comptoir du café. Et il y a un détail que peu de gens connaissent. Cet orange précis était fabriqué sur place, dans l'atelier de peinture du Mans. La couleur qui définissait la marque naissait dans les murs mêmes de l'usine. Les collectionneurs, aujourd'hui, cherchent encore la référence exacte pour restaurer leur machine. Une teinte propre au Mans, née au Mans, indissociable du Mans. En 1955, l'entreprise créa la division du matériel agricole. Pour la première fois, les tracteurs eurent une véritable identité autonome, leur propre ingénierie, leur propre réseau commercial. Ils n'étaient plus une annexe de l'automobile, ils étaient un métier à part entière. Et c'est alors que naquit la machine qui allait tout incarner. En 1956, Renault lança le D22. La lettre D pour diesel, le nombre pour la puissance, 22 chevaux. Un bicylindre MWM refroidi par air, robuste, simple, presque increvable, monté au bout d'une chaîne qui produisait aussi ses grands frères, le D30 et le D35. Le prix était juste, la mécanique fiable, l'entretien à la portée d'un paysan qui savait tenir une clé. On le déclinait en 3 versions, la normale, l'étroite et la vigneronne, taillée pour se glisser entre les rangs de vignes. Le D22 devint le tracteur Renault le plus vendu de toute l'histoire de la marque. 31 210 exemplaires entre 1956 et 1960. Et sa publicité résumait à elle seule l'ampleur de ce qui se passait au Mans. Chaque jour, 100 tracteurs sont fabriqués dans les usines Renault du Mans. 100 par jour. Un autre slogan de la campagne se vantait. Depuis 1956, 46 000 agriculteurs avaient choisi ces tracteurs, servis par 144 concessionnaires et plus de 2500 agents. Imaginez la cadence. Les chaînes qui tournaient sans répit, les moteurs qu'on assemblait, l'orange qu'on pulvérisait sur des centaines de carrosseries chaque semaine. Aujourd'hui encore, le D22 est l'icône nostalgique de la marque, reproduit en miniature dans sa livrée orange, celle qui caractérisait les productions Renault de l'époque. Mais dominer un marché n'est jamais acquis, et Renault l'a pris tôt. Dès le milieu des années 50, un concurrent lui ravit la première place en part de marché. Massey Ferguson, l'anglo-canadien, qui savait vendre aux grandes exploitations les gros tracteurs puissants que Renault peinait encore à imposer. Ce fut le premier avertissement.
la première fois que la marque aux losanges comprit qu'être le plus ancien et le plus aimé ne suffisait pas à rester le premier. Renault répondit de la seule façon qu'il connaissait, par la machine. Après le D22, vinrent les séries E, N, Super. En 1961, le 385 et sa boîte à 12 vitesses. En 1968, le premier 4 roues motrices. À la fin des années 60, les modèles 94 et 96, puis la direction hydrostatique sur le 98 de 100 chevaux. À chaque étape, la technologie progressait, mais la couleur, elle, ne changeait jamais. En 1962, l'usine du Mans produisit 25 000 tracteurs dans l'année. La même année, un accord de distribution avec Porsche Diesel ouvrit le marché allemand. Le tracteur français partait à la conquête de l'Europe. C'était l'empire orange à son zénith. Et cet empire, il faut le rappeler, n'était pas fait que de machines. Il était fait d'hommes. Chapitre 5. 10 000 hommes et une sirène. Passez les grilles du Mans un matin de 1970 et voici ce que vous auriez vu. D'abord, la marée humaine. En 1970, l'usine du Mans comptait 10 667 salariés. Un pic d'emploi qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait déjà atteint environ 9 000 personnes en février 1957 et tourné autour de 10 000 tout au long de la décennie. Mais en 1970, c'était le sommet absolu. La sirène sonnait le matin et de toute la ville, de tous les quartiers, les hommes convergeaient vers le site du Sud. À pied, à vélo, en Solex, dans les cars de l'entreprise qui ramassaient les ouvriers dans les villages d'alentour. La pointeuse au portail avalait des milliers de fiches. Et les ateliers s'éveillaient. La fonderie, les ateliers mécaniques qui alimentaient aussi Flins et Billancourt, l'atelier de peinture d'où sortait l'orange, l'atelier de montage des tracteurs. Car Le Mans n'était pas qu'une usine de tracteurs. Depuis 1950, la fabrication des châssis automobiles y avait été transférée de Billancourt, faisant du site le 3e établissement français de Renault par les effectifs, après Billancourt et Cléon. Le site historique s'étendait sur près de 70 hectares. C'était une ville dans la ville. Et cette ville avait une particularité que peu de gens connaissent. Contrairement à Billancourt, dont les rangs d'ouvriers spécialisés étaient massivement composés d'immigrés, en 1971, près de 7 ouvriers sur 10 y étaient des OS, et parmi eux, 4 sur 10 venaient d'Afrique du Nord. Le Mans, lui, recrutait dans le terroir. La même année, l'usine Mansell comptait environ 10 000 ouvriers et seulement 45 travailleurs étrangers. C'était une main-d'œuvre profondément rurale, française, tirée des campagnes de la Sarthe. D'anciens paysans, des fils de fermiers, des ouvriers agricoles qui avaient quitté la terre pour l'atelier. Le journal Le Monde les appelait ces nouveaux « manœuvres », venus du monde paysan, plus jeunes, moins qualifiés que les vieux ouvriers de métier et, comme on allait le découvrir, moins dociles. Pour ces hommes, entrer chez Renault, c'était entrer dans une aristocratie ouvrière. Un emploi stable, un salaire au-dessus de tout ce que la Sarthe pouvait offrir. Ils étaient, de leur propre aveu, les OS les mieux payés de la région, et tout un monde social qui venait avec. Le comité d'entreprise organisait les colonies de vacances pour les enfants, les activités sportives, la vie culturelle. La cantine, à midi, servait un vrai repas. Pas un sandwich avalé debout, mais un déjeuner, avec entrée, plat, fromage. C'était la civilisation à l'intérieur des murs de l'usine. Le savoir-faire, lui, se transmettait de génération en génération. On entrait souvent chez Renault parce que le père y était déjà, parfois le grand-père. On apprenait le métier au contact des anciens. Comment régler un moteur, comment monter une transmission, comment reconnaître à l'oreille qu'une pièce n'allait pas. Ce savoir-là ne s'apprenait pas dans les livres. Il vivait dans les mains des hommes, et il faisait la réputation du tracteur Manceau. Une machine que l'on savait construire et que l'on savait réparer. Mais il ne faut pas peindre cette époque en rose ou en orange. Le travail était dur, les cadences soutenues. Et le système de rémunération recélait une humiliation que les ouvriers finiraient par ne plus supporter. Ce système s'appelait la cotation de poste. Une rémunération au rendement
qui plaçait chaque ouvrier sous la surveillance constante du chronomètre. Votre salaire dépendait d'une note attribuée à votre poste, une note que vous ne contrôliez pas, décidée par d'autres. 2 hommes pouvaient travailler côte à côte, sur la même machine, et toucher des paies différentes. C'était un système qui traitait des hommes comme des rouages, et qui alimentait une colère sourde dans les ateliers. En avril 1971, cette colère explosa. Chapitre 6. Dignité pour les OS. Tout commença le 2 avril 1971 dans l'atelier FF. Les OS, les ouvriers spécialisés, ceux du bas de la hiérarchie, ceux qui subissaient de plein fouet la cotation de poste, cessèrent le travail. Et ils le firent, chose remarquable, contre l'avis de la CGT elle-même, pourtant syndicat majoritaire de l'usine. Leur mot d'ordre tenait en 3 mots. Dignité pour les OS. Ils ne réclamaient pas seulement de l'argent. Ils réclamaient d'être traités comme des hommes, et non comme les variables d'ajustement d'un chronométrage. Le mouvement partit de l'atelier FF et se répandit à toute l'usine. La direction avait une hantise, revivre mai et juin 1968. Elle savait une grève prolongée au Mans épuiserait les stocks des autres usines du groupe et risquait de galvaniser tous les OS de France. Alors elle frappa fort. Elle décréta le lock-out. Elle ferma les portes, mit les ouvriers dehors, tenta d'étouffer le feu en coupant l'oxygène. Le calcul se retourna contre elle. Le conflit, loin de s'éteindre, gagna en intensité. Au fil des semaines, la grève déborda du Mans. Faute de pièces, le lock-out s'étendit aux autres établissements et le mouvement toucha Billancourt et Flins. Une usine de la Sarthe, peuplée d'anciens paysans, faisait trembler toute la régie nationale. Les positions syndicales n'étaient pas simples. La CGT, méfiante devant une grève sauvage qu'elle n'avait pas déclenchée, cherchait à la canaliser. Le 11 mai, au meeting de l'usine, le secrétaire du syndicat CGT, Roger Sylvain, mettait en garde contre le piège d'une grève illimitée dans laquelle, disait-il, il ne tomberait pas, et rappelait la nécessité de garder l'outil de travail. Les grévistes, eux, opposaient à la logique des classes de rémunération un mot d'ordre limpide, à travail égal, salaire égal. Et ils ajoutaient, avec la lucidité de ceux qui connaissent leurs propres valeurs, puisque nous sommes les mieux payés de la région, réduire notre combat à une question d'argent, c'est chercher à l'isoler. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de justice. Le conflit remonta jusqu'au sommet de l'État. La grève des OS du Mans fut si retentissante que le président Pompidou lui-même en fit une affaire de politique sociale. C'est à sa demande que la direction de la régie inaugura, l'année suivante, une politique de promotion des OS. La grève déboucha sur un compromis, puis sur une victoire de fond. Le système de cotation de poste fut supprimé à l'échelle de toute la firme, remplacé par une rémunération liée à la catégorie professionnelle. Ce fut ce qu'on appela le P1F pour tous, une reclassification qui rendait leur dignité aux ouvriers spécialisés. Et l'histoire retient un détail qui dit tout de ces hommes. Consultés, les OS votèrent massivement la reprise. Puis ils retournèrent à leur poste et travaillèrent avec une telle ardeur que malgré 2 mois de grève et de lock-out, la productivité de l'année dépassa celle de la précédente. Voilà ce qu'était Le Mans à son apogée. Une puissance industrielle, oui, une marée de 10 000 hommes, oui, mais aussi une conscience ouvrière capable de faire plier l'État patron, puis de reprendre le travail avec fierté. L'orange Renault n'était pas qu'une couleur sur une carrosserie. C'était l'emblème d'un monde ouvrier qui savait exactement ce qu'il valait. Chapitre 7. Le sommet avant la bascule. Au tournant des années 70, Renault Agriculture était au fait de sa puissance. Une gamme complète, du petit modèle vigneron au gros porteur. Une couleur reconnue dans toutes les campagnes du pays. 10 000 hommes au Mans. Et une histoire de survie qui semblait la rendre indestructible. Car réfléchissez à tout ce que cette entreprise avait déjà traversé. Elle était née d'un char de la Première Guerre mondiale. Elle avait survécu à la crise des années 30. Elle avait survécu à l'occupation, aux réquisitions allemandes,
aux bombardements alliés. Elle avait survécu à l'arrestation et à la mort en prison de son fondateur. Elle avait survécu à la nationalisation qui aurait pu la dissoudre et ne l'avait pas fait. Elle avait survécu à la révolte de ses propres ouvriers et en était sortie transformée, mais vivante. Une entreprise qui survit à tout cela paraît promise à l'éternité. Mais le sommet, précisément, c'est l'endroit d'où l'on ne peut que redescendre. Et au moment même où Renault régnait sur les campagnes françaises, le monde autour d'elle était en train de se refaire. Les géants se formaient et grossissaient. John Deere, Massey Ferguson, Fiat, International Harvester, Ford. L'industrie mondiale du tracteur entrait dans une ère de concentration brutale où la taille deviendrait une question de survie, car concevoir un tracteur moderne coûtait désormais des fortunes en études, en moteurs, en électronique, et il fallait vendre à l'échelle d'un continent pour rentabiliser ses investissements. En Allemagne, des noms montaient qui allaient compter. Deutz, Fendt et une entreprise familiale de Harse-Winkel, spécialiste des moissonneuses-batteuses, dont personne au Mans n'imaginait alors qu'elle finirait un jour par repeindre leur tracteur. Cette entreprise s'appelait Claas. Sur le sommet, personne ne l'entendait venir. Les ouvriers montaient toujours à la première équipe. La sirène sonnait toujours. L'orange sortait toujours de l'atelier de peinture, au rythme du vieux slogan. Tout semblait devoir durer toujours. C'était l'apogée, le point le plus haut. Mais derrière ce sommet, le marché mondial se réorganisait déjà en géants continentaux. Et un constructeur national, aussi fier fut-il de son orange et de son histoire, allait bientôt se découvrir trop petit pour un monde devenu trop grand. Chapitre 8. Le monde qui se referme. Le choc arriva d'où personne, dans les campagnes, ne l'attendait. Des puits de pétrole du Moyen-Orient. En 1973, puis de nouveau en 1979, le prix du brut s'envola. Les 30 glorieuses, cette parenthèse enchantée où tout montait, la production, les salaires, la confiance, se refermèrent. Et l'agriculture française, cliente de Renault, entra dans une ère d'incertitude. Le marché du tracteur, qui avait explosé pendant 25 ans, se mit à hésiter, puis à reculer. Renault continuait pourtant d'innover, et magnifiquement. En 1981, au salon de la machine agricole, la marque présenta sa cabine TX, une cabine dont le confort et l'insonorisation avaient été mis au point avec la division automobile de Renault. C'était l'un des atouts uniques du constructeur, le seul fabricant de tracteurs au monde qui pouvait puiser dans le savoir-faire d'un grand groupe automobile pour soigner le poste de conduite de ses machines. L'ouvrier des champs, longtemps secoué et assourdi, découvrait un confort digne d'une berline. Mais l'innovation ne suffisait plus. Le problème n'était pas la qualité des tracteurs Manceau. Le problème était la taille de Renault Agriculture dans un monde de titans. Car pendant que le tracteur luttait, la maison mère, elle, vacillait. Au milieu des années 80, la branche automobile de Renault frôla la faillite. Ce fut l'époque des grands plans de redressement, l'époque de Georges Besse, ce patron appelé pour redresser le groupe et qui fut assassiné devant son domicile en 1986, puis de Raymond Lévy. Le groupe tout entier apprit alors une leçon douloureuse. Il ne pouvait plus se permettre de tout faire. Il fallait choisir. Il fallait se concentrer. Cette leçon-là, retenez-la. Car c'est elle qui, 15 ans plus tard, scellera le sort de l'Orange. Le statut de l'entreprise changeait, lui aussi. En 1990, Renault devint une société anonyme, et le constructeur suédois Volvo entra à hauteur de 20% dans son capital. En 1996, l'État se retira. Renault fut privatisé. L'entreprise née de la confiscation d'un homme mort en prison, l'entreprise qui avait été la propriété de la République pendant un demi-siècle, redevenait une société de marché comme les autres. Et une société de marché juge chaque branche à l'aune d'un seul critère, la rentabilité. Renault Agriculture ne manquait pourtant pas d'ambition. Au début des années 90, la division lança un renouvellement massif de sa gamme. De nouveaux modèles, une nouvelle génération. Elle noua des alliances pour survivre, faute de pouvoir grandir seule. Un accord avec l'américain John Deere pour partager un tracteur commun. Un partenariat avec Massey Ferguson pour fabriquer les transmissions,
dans une coentreprise installée à Beauvais, le GIMA, une coentreprise qui, ironie de l'histoire, fournit aujourd'hui encore les boîtes de vitesse des tracteurs du Mans. Renault prit aussi des participations à l'étranger. En Italie, chez Agritalia, qui fabriquait à Rovigo les petits modèles vignerons et fruitiers. En Inde, chez International Tractors, propriétaire de la marque Sonalika, pour prendre pied sur l'un des plus grands marchés du monde. C'étaient les manœuvres d'une entreprise lucide sur sa fragilité. Mais aucune ne réglait le problème de fond que Renault finira par formuler dans ses propres termes, sec comme un couperet. Le marché du tracteur était très concurrentiel et pas assez rentable. Pas assez rentable. 3 mots. Ils allaient valoir un arrêt de mort à la marque. Chapitre 9. La doctrine. Pour comprendre ce qui arriva ensuite, il faut comprendre un homme et une idée. L'homme s'appelait Louis Schweitzer. Il présida Renault de 1992 à 2005. C'était un dirigeant d'un genre nouveau, un haut fonctionnaire devenu grand patron, un stratège qui transforma une entreprise d'État diversifiée en un constructeur automobile privé, mondialisé, concentré. On lui doit la privatisation de 1996, l'alliance avec le japonais Nissan en 1999, le rachat de la roumaine Dacia et l'aventure de la Logan. Schweitzer est mort le 6 novembre 2025, à l'âge de 83 ans, salué comme l'un des grands dirigeants industriels français de sa génération. Et l'idée ? L'idée tenait en une formule. Renault, assembleur international d'automobiles. Renault devait faire une chose et la faire mieux que quiconque. Des voitures et des utilitaires. Tout le reste, tout ce qui n'était pas le cœur du métier, devait être cédé. Ce n'était pas une lubie, c'était une doctrine cohérente née de la quasi-faillite des années 80. Une entreprise qui se disperse est une entreprise qui meurt. Alors le programme de cession se déroula, méthodique. Les autobus partirent chez l'italien Fiat, sous la marque Irisbus. Les poids lourds, Renault Véhicules Industriels, les camions, partirent chez le suédois Volvo en échange d'une participation dans le capital de Volvo. Une à une, les branches non automobiles quittèrent le giron du losange. Et sur la liste, il y avait les tracteurs. Il faut ici être juste et précis, car c'est le cœur de cette histoire. Aucun document ne montre Louis Schweitzer déclarant que le tracteur n'était pas assez noble ou pas assez moderne pour Renault. Ce serait une caricature. La vérité est plus froide, et peut-être plus dure. La cession du tracteur ne fut pas un dédain, ce fut une ligne dans un plan stratégique, une décision de portefeuille. Le tracteur fut vendu non parce qu'il allait mal, il tenait sa place, il était rentable, il gagnait des parts de marché, mais parce qu'il n'était pas une voiture. Voilà ce qui le condamna. Non pas l'échec, mais l'appartenance à la mauvaise famille. L'acquéreur, lui, savait exactement ce qu'il voulait. Claas, l'entreprise familiale de Harse-Winkel, fondée en 1913, était le leader mondial de la moissonneuse-batteuse et de l'ensileuse. Mais il lui manquait une chose pour devenir un constructeur complet, capable de rivaliser avec John Deere, le tracteur standard de grande série. Renault Agriculture lui offrait, clé en main, une usine, une gamme, un réseau, un savoir-faire de plus de 80 ans. Pour Claas, ce serait la plus grande acquisition de son histoire. La division rachetée pesait à elle seule près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe allemand. Le patriarche Helmut Claas mena l'affaire tambour battant. Et le 23 février 2003, à Paris, à la veille du grand salon de la machine agricole, Helmut Claas et Patrick Faure, le dirigeant qui représentait Renault, signèrent l'accord. Claas prenait 51% de Renault Agriculture. Renault en gardait 49%, s'engageant à conserver au moins 20% jusqu'au tournant de la décennie suivante. Il y a dans le calendrier de cette signature une cruauté que le hasard seul a fabriquée. Car ce salon qui ouvrait le lendemain, le CIMA 2003, était un triomphe pour Renault Agriculture. La marque y présentait en première mondiale un nouveau tracteur, le Celtis,
Et le stand fut pris d'assaut jusqu'au dernier jour, plus de 20 000 brochures distribuées, 500 contacts commerciaux, un accueil enthousiaste. Les visiteurs se pressaient autour des dernières nouveautés Orange. Ils ne savaient pas, presque personne ne savait, que la veille, dans un bureau parisien, une signature avait déjà décidé que cette Orange-là appartenait désormais au passé. Et le prix ? Le prix, lui, ne fut jamais rendu public. Ni pour ses 51%, ni pour les tranches suivantes. Les deux parties gardèrent le silence sur les montants. C'est un fait qu'il faut laisser résonner tel quel. Le dernier fabricant de tracteurs entièrement français a changé de main pour une somme que le public n'a jamais connue. Chapitre 10. De l'orange au vert. Ce qui se passa ensuite fut d'une rapidité stupéfiante. L'accord fut validé par les autorités de la concurrence au printemps 2003 et à l'automne, la transformation commença. Le 1er octobre 2003, les premiers tracteurs verts classe, un vert que la marque appelle le vert des semences, le Seed Green, sortirent des chaînes du Mans. Le 1er novembre 2003, un mois plus tard, toute la production était verte. Arrêtons-nous sur ces deux dates. 1 mois, 4 semaines, contre plus de 80 ans de tracteurs Renault, contre plus d'un demi-siècle d'Orange, il n'a fallu qu'1 mois pour que la couleur disparaisse des chaînes. Le 1er octobre, la dernière machine Orange descendait la ligne d'assemblage. Quelques semaines plus tard, sur cette même ligne, dans ce même atelier, avec ces mêmes hommes, ne sortaient plus que des machines vertes. Le geste des ouvriers n'avait pas changé. Leurs mains connaissaient toujours le métier. Seule la couleur, au bout de la chaîne, avait changé de camp. Puis la marque elle-même s'effaça, par étapes. Dès 2005, les tracteurs fabriqués au Mans furent officiellement badgés classe. Les gammes que Renault avait baptisées, depuis l'an 2000, de noms de dieux antiques, l'Arès, l'Atlas, le Celtis, le Cérès, furent progressivement rebaptisées. Elles devinrent les Arions et les Actions de classe. En janvier 2006, Classe monta à 80% du capital. Et en 2008, l'Allemand racheta les 20% restants. Renault, qui s'était engagé à les garder jusqu'au tournant de la décennie, sortit par anticipation. La société changea de nom pour devenir Classe Tractor SAS. Le nom même de Renault Agriculture fut dissous. Il restait un dernier acte, presque secret. Le tout dernier tracteur de marque Renault, un Ergos, destiné à l'équipement des routes, sortit des chaînes du Mans en 2009. Il n'y eut pas de cérémonie, pas de discours, pas de coulée symbolique comme dans les aciéries qui ferment. Une machine Orange de plus, la dernière, glissa au bout de la ligne et s'en alla. Après 90 ans, le tracteur Renault avait cessé d'exister, sans un bruit. Et c'est ici qu'il faut dire ce que cette histoire n'est pas. Ce n'est pas l'histoire d'une usine fermée. Ce n'est pas l'histoire de 10 000 ouvriers jetés à la rue, de halles éventrées, de machines expédiées à l'étranger dans la nuit. Rien de tout cela n'est arrivé. Les chaînes du Mans n'ont jamais cessé de tourner. On y fabrique toujours des tracteurs, beaucoup de tracteurs. Mais c'est une autre forme de disparition, plus discrète, peut-être, à sa manière, plus mélancolique. Car ce qui a disparu, ce ne sont pas les emplois, ni les murs. Ce sont un nom, une couleur, une propriété. La France n'a pas perdu une usine. Elle a perdu son dernier constructeur national de tracteurs, après que Someka fut passé chez l'italien Fiat, après que d'autres eurent été absorbés un à un. L'usine a survécu. C'est la marque française qui est morte. Et elle n'est pas morte dans un fracas de plan social, elle est morte d'un trait de plume, en temps de paix, dans une économie prospère, parce qu'elle n'était pas une voiture. Chapitre 11. Ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui sur ces landes du sud du Mans que Louis Renault avait achetées en 1918 ? Il reste une usine bien vivante, mais verte. Depuis le rachat, Classe a investi plus de 80 millions d'euros pour moderniser le site du Mans, qui est devenu son unique usine de tracteurs standard au monde. Plus de 200 000 tracteurs Classe en sont sortis depuis 2003. En 2021, l'Allemand a inauguré une usine entièrement rénovée, présentée comme l'usine du futur, avec ses chariots autoguidés et sa logistique pilotée par ordinateur. Et à l'automne 2025, à Hanovre, un tracteur assemblé au Mans a été élu tracteur de l'année 2026 dans sa catégorie. L'usine que Renault a lâchée n'a pas dépéri.
elle prospère. Elle exporte les 3/4 de sa production. Elle est l'un des premiers employeurs industriels de la Sarthe. Il reste aussi sur ce même site une part de Renault, mais pas celle des tracteurs. L'activité châssis, celle qui fabrique les trains avant et arrière des voitures, est restée dans le giron du losange. Elle équipe aujourd'hui les véhicules de l'Alliance. Et par un dernier clin d'œil de l'histoire, Renault a rebaptisé son site Manceau, au printemps 2026, la manufacture Louis Schweitzer, du nom même du dirigeant dont la doctrine avait, un peu plus loin sur le même terrain, chassé l'orange au profit du vert. Mais ce qui reste surtout, c'est l'orange. Pas sur les chênes, dans les cœurs et dans les prés. Car les tracteurs Renault n'ont pas disparu de France. Ils sont toujours là, par dizaines de milliers, à travailler la terre dans les fermes, à rouiller doucement au fond des granges, à être restaurés amoureusement le dimanche par des hommes qui ont connu ce temps-là. Une association, l'Amicale du tracteur Renault, fondée au Mans en 1997, s'est donnée pour mission de tout cataloguer, les quelques 800 modèles construits en près d'un siècle, les prospectus, les publicités, la référence exacte de cette orange née dans l'atelier de peinture du Mans. En 2018, pour le centenaire du premier tracteur, elle a rassemblé près de 10 000 personnes autour de 380 tracteurs Renault près du Mans. 10 000 personnes. Le même chiffre, à peu près, que les ouvriers de l'usine à son apogée, venus cette fois, non pour travailler l'orange, mais pour l'honorer. Et Claas lui-même, l'Allemand qui a repeint les machines, ne l'a pas oublié. Le jour où l'usine du futur a rouvert ses portes, on a vu discret quelques losanges oranges dans la décoration. Un salut silencieux à ceux qui étaient là avant. C'est peut-être cela, au fond, le vrai visage de cette histoire. L'usine n'est pas morte. Les hommes n'ont pas été chassés. Les chaînes tournent encore, plus modernes que jamais. Tout ce qu'on peut toucher est toujours là. Ce qui manque ne se touche pas. C'est un nom sur un capot, c'est une couleur dans un champ. C'est l'idée qu'un pays qui avait inventé le tracteur à partir de son char de la victoire, qui l'avait fabriqué par millions, qui en avait fait l'orange familier de toutes ses campagnes, aurait pu vouloir en rester le maître. La France a gardé l'usine. Elle a laissé partir la marque. Et sur les routes de la Sarthe, quand passe aujourd'hui un tracteur vert sorti des mêmes chaînes que le D22 de nos grands-pères, ceux qui savent regardent une seconde de trop, parce qu'ils se souviennent qu'il fut un temps, pas si lointain, où il aurait pété orange.